Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose de mettre à jour la liste des actions rentiers de la zone euro hors France. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les paramètres du screener rentier Europe hors France. On est sur une sélection d'industries. Comme d'habitude, moi j'évite certaines industries, donc on évite tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, biotech, marché financier, banque, assurance, automobile, etc. Donc ce sont des industries qui sont soit trop cycliques, soit que je ne sais pas analyser. Donc je reste dans mon domaine de compétences. On prend des entreprises européennes qui sont donc négociées en Europe et qui sont européennes, dont le siège social est européen. Donc on va avoir la Belgique, Danemark, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suisse et la Suède et le Royaume-Uni. Alors, petit bémol sur ce screener, si vous êtes un investisseur dividende et que vous êtes en PEA, peut-être que c'est pas forcément si intéressant que ça, cette sélection, puisque certains pays font de la retenue à la source. Donc, à vous en tant qu'investisseur français, ensuite d'aller réclamer le trop perçu par le fisc étranger. Si c'est pas un critère important, par exemple, si votre PEA est complet et plein et que du coup vous avez besoin d'autres options en compte titre, eh bien vous pouvez regarder ces valeurs-là. On regarde les critères quantitatifs, on va prendre des mid-cap au sens européen, c'est-à-dire au moins 1 milliard de capitalisation boursière, donc c'est encore de la small cap, mais bon, des grosses small cap. Dette nette sur EBITDA de 3 fois pour éviter les dossiers trop fragiles. Un rendement du dividende sur les 12 derniers mois, donc c'est-à-dire qu'il peut être augmenté sur les 12 prochains, de 5%, qui est quand même intéressant. Quand on regarde les taux d'intérêt en zone euro ou en Europe sont autour des 3%, 3,5%, donc on a une prime, on va dire, de rentabilité sur ces dossiers-là. Ce qu'on veut, c'est qu'un payout ratio de 50%. Donc le payout ratio, il s'exprime en fonction des bénéfices nets, combien de pourcentage des bénéfices nets sont versés en dividendes, sachant que on utilise les free cash flow pour payer le dividende. C'est pour ça que je mets free cash flow par action supérieur à 0. Ça nous permet d'éviter les dossiers sur lesquels le free cash flow est négatif, et donc du coup, le dividende est payé à crédit, au moins ponctuellement. Donc là, on s'évite ces cas-là. Et on commence tout de suite avec cette liste. Alors, à chaque fois, il met les prix, j'enlève le prix, c'est pas intéressant. Les différentes valeurs et différentes colonnes qu'on a dans cette sélection, le ticker de l'action, le nom de l'entreprise, la capitalisation boursière de l'entreprise en dollars US, l'industrie dans laquelle l'entreprise opère, l'endettement de l'entreprise, les free cash flow sur les 12 derniers mois, les bénéfices nets sur les 12 derniers mois, le rendement du dividende, le ratio de payout, donc le payout ratio par rapport aux bénéfices nets, le rendement du dividende, et donc là il y a deux fois le rendement du dividende. On va prendre, donc il y a rendement du dividende 12 derniers mois, rendement du dividende indiqué, donc ça c'est pour les 12 prochains, on va juste garder les 12 derniers mois. Et donc le pays de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on a des doublons ? C'est parce que certaines entreprises sont cotées sur différentes places de marché dans la zone. Donc là, vous avez les différentes cotations. Donc on y aura les doublons, évidemment. On commence tout de suite avec la première entreprise de la liste, Imperial Brands PLC, donc une entreprise anglaise, enfin basée au Royaume-Uni, de l'industrie du tabac. Donc ça peut être un critère qui vous fait ne pas investir dans ce secteur. Le tabac, ça peut être entendable que c'est un secteur d'activité que vous n'appréciez pas. Toujours est-il que l'entreprise est endettée à moins de 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc un bilan qui a un peu de dette, mais on va dire qui est soutenable comme niveau d'endettement. Des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, légèrement plus. Ce qui veut dire que le payout ratio en termes de rendement, le payout ratio en termes de dividendes est plus bas que ce qui est indiqué ici, puisqu'on a plus de free cash flow que de bénéfices nets. Le rendement du dividende est à 6%. Donc Imperial Brands, ça peut être un dossier intéressant, assez sécurisé. Dividende assez élevé et assez sécurisé également, pas trop de dette au bilan. Après, ça peut être une industrie que vous n'appréciez pas, et donc on peut le mettre à l'écart pour cette raison-là. ITV, on est sur une chaîne de télévision britannique, en gros, ou un conglomérat, mais de médias britanniques en tout cas. Une market cap de 3 milliards 52 millions. Donc on voit qu'il y a un gap entre Imperial Brands et ITV, c'est-à-dire que pour avoir une aussi large cap que
que 28 milliards de dollars US, il faut aller sur une industrie complètement mature et un peu à l'écart qu'est le tabac. Après, on va tout de suite aller sur des plus petites entreprises. Donc ITV, on disait. L'endettement net est à 1,3 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est un niveau d'endettement qui est tout à fait soutenable. Free cash flow plus bas que les bénéfices nets, donc le payout ratio il est supérieur à 50% en réalité. Donc toujours pareil, hein, ça c'est en 12 derniers mois, il faut regarder sur la durée. Est-ce que c'est toujours le cas, ou si c'est à peu près équivalent, dans ce cas-là, c'est pas trop risqué comme niveau de dividende. Rendement du dividende à 7,15%. Donc le secteur fait qu'on est c'est très mature, donc on est en phase de désinvestissement dans le secteur, donc on rend du cash aux actionnaires. Si vous comparez en France TF1 et Métropole Télévisions, donc c'est-à-dire M6, on est sur des niveaux de rendement du dividende qui sont équivalents, et on est typiquement sur la même trajectoire, hein, c'est-à-dire que on est en phase de maturité, décroissance même, et donc c'est normal qu'on ait un niveau de dividende qui soit aussi élevé, et qui est bien sécurisé par les free cash flow, enfin, qui est bien sécurisé par les bénéfices nets, ponctuellement pas par les free cash flow, même si ça reste quand même un niveau qui est payable, même si on est au-delà des 50% de payout ratio. Solvay, une entreprise belge de la chimie, donc là aussi un secteur qui est mature, en tout cas en Europe, puisqu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires, on n'investit plus, le coût de l'énergie est trop cher, donc on a en décroissance. Hein. Je vous renvoie par exemple à la dernière vidéo de Arkema que j'ai réalisée il y a pas si longtemps. Bon, secteur mature, donc on verse des dividendes, on a des bénéfices nets qui sont négatifs. Ça veut dire quoi ? Vu que les free cash flows sont positifs, ça veut dire qu'on a eu de l'exceptionnel. Donc on a dû avoir une dépréciation qui font qu'on a une dépense non cash qui impacte les bénéfices nets mais qui n'impacte pas les free cash flows. Ce qui veut dire que le dividende qui est versé ici, il est en réalité soutenable. Il est en réalité soutenable à ce niveau de rendement. Avoir Solvay après, la chimie c'est quand même compliqué en Europe, c'est un peu risqué. Il est possible que la dette augmente et que le dossier devienne plus risqué, donc ça peut être aussi mis à l'écart si vous êtes à l'écart de cette industrie, en tout cas en Europe. Et l'entreprise suivante c'est Johnson Matthey, c'est aussi une entreprise de la chimie qui est basée au Royaume-Uni, donc c'est pas vraiment les mêmes contraintes qu'en Europe continentale où l'énergie est quand même moins chère au Royaume-Uni. En fait ils sont pas prêts à sacrifier leur industrie, eux, donc du coup on a alors des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets en revanche, c'est-à-dire que ce niveau de dividende, ce niveau de payout ratio il est beaucoup plus élevé que ce qui est indiqué ici, voire en fait il est proche de 100%. Peut-être qu'on a dû verser le dividende à crédit parce que le rendement du dividende est élevé à 6,15% et il y a un peu de dette sur le dossier, donc pareil, ça c'est pas forcément très qualitatif comme dossier. NOS, ça c'est l'opérateur portugais des télécoms. Donc on a un peu de dette, mais sur le secteur des télécoms, c'est pas un problème parce que les télécoms, les opérateurs télécoms, ils ont des free cash flow, de la visibilité sur le cash flow opérationnel parce qu'ils ont des contrats à très long terme. Ils peuvent également s'endetter pas très cher puisque justement ils ont des visibilités sur les cash flows, donc les banques mettent des taux d'intérêt plus bas. On a des free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio ici est plus bas que ce qui est indiqué sur les 12 derniers mois. Un rendement du dividende tout à fait attractif à 5,6%. Donc NOS, ça peut être intéressant. Bekaert, entreprise belge alors ils mettent Metals and Mining, mais en fait c'est une entreprise qui fait du câble électrique, tout ce qui tourne autour de l'électrique. C'est un peu comparable à Mersen, je pense, si on compare une entreprise française. On est sur bilan qui est assez léger en termes de dette, il y a moins d'une fois la dette nette en EBITDA, donc c'est pas un problème. Free cash flow à peu près équivalent au bénéfice net, donc le payout ratio est un peu plus élevé que ce qui est indiqué ici, mais est inférieur à 50%, et un rendement du dividende qui est attractif à 5,3%. Donc Bekaert, ça peut être intéressant. Saras, on est sur donc ça c'est une société italienne qui est spécialisée dans le raffinage et on va dire je crois que c'est plutôt du midstream pétrolier. Enfin bon, vous me dites si vous connaissez mieux le dossier, mais c'est orienté énergie. On a quasiment pas de dette au bilan. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc attention à voir si c'est ponctuel ou si c'est récurrent, parce que du coup ça voudrait dire que le payout ratio est beaucoup plus élevé que ce qui est indiqué ici. Donc ce rendement du dividende n'est pas forcément soutenable si ce niveau de free cash flow est structurel. Parce qu'en termes de bénéfices nets, on n'est même pas à 50%, et le rendement du dividende est quand même, en fait assez intéressant, à 9%. Mais si les free cash flows sont structurellement plus bas que les bénéfices nets, en réalité, on verse le dividende à crédit. Donc à analyser de plus près. Semapa, ça c'est une société portugaise qui est spécialisée dans l'investissement forestier. Donc c'est des domaines assez tranquilles, avec une bonne visibilité sur les cash flows opérationnels.
Un peu de dette quand même, mais j'imagine que c'est un peu pareil que sur les télécoms. Comme on a de la visibilité sur les cash flows, mais bien on peut s'endetter plus que dans d'autres industries et avec des taux d'intérêt plus intéressants. Des free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Donc ça, il faut voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une dépense en capital ponctuellement plus élevée? Est-ce que c'est structurel? Ou est-ce que c'est conjoncturel? Donc si c'est structurel, c'est un problème sur ce niveau de dividende qui est élevé, à 8%. Si c'est juste conjoncturel, on a un payout ratio qui est pas très élevé, donc ce rendement du dividende est sécurisé. Donc là, allez voir les tableaux de flux de trésorerie, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait des free cash flow plus bas que les bénéfices nets, et si c'est toujours le cas. Stolt-Nielsen Limited, Marine Transportation, donc ça c'est du fret maritime, c'est un secteur qui est assez intéressant, hein. Il y a eu pas mal d'entreprises qui avaient étudié sur la chaîne dans ce secteur, qui est complètement... alors il est en haut de cycle pour le coup ce secteur, mais il est toujours sous-valorisé. Le marché ne croit pas que le haut cycle va se poursuivre. Donc sur cette entreprise, Stolt-Nielsen, on est sur quand même un peu de dette, alors que le secteur est cyclique, donc ça c'est un peu dangereux. Free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Ça aussi, c'est moins bien. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait des dépenses en capital? Mais est-ce qu'on fait des dépenses en capital alors que le cycle va se retourner? Donc peut-être qu'il y a danger là-dessus, à creuser de l'autre côté. Le rendement du dividende est très intéressant, à 10,5%. C'est globalement le cas pour tous les acteurs de l'industrie, du style Autoliner, on a eu aussi D'Amico, International Shipping, il y en a d'autres aussi, qui ont des niveaux de dividendes très élevés, parce que le management, justement, n'est pas bête et sait que le cycle ne sera pas infini, et qu'il finira par se retourner, et donc, comme il n'y aura pas d'opportunité de croissance potentiellement encore sur quelques années, eh bien, il faut rendre du cash aux actionnaires. Donc c'est ce que fait cette entreprise. Toutefois, il faut voir pourquoi les free cash flows sont pas plus élevés que les bénéfices nets. Ce qui devrait être le cas si le management arrêtait les dépenses en capital pour éviter de se retrouver en surcapacité en bas de cycle. Donc le payout ratio réel est plus élevé que ça, donc méfiance sur ce dossier. Etex, c'est une entreprise belge qui est spécialisée dans les matériaux de construction. Un niveau d'endettement qui est quand même raisonnable, 1,5 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est pas mal. Les free cash flow qui sont proches des bénéfices nets, le payout ratio il est plus proche de 50% que ce qui est indiqué ici, mais le rendement du dividende est tout à fait intéressant à 7%. Je pense que ce niveau de dividende, à mon avis, n'est pas trop menacé, même si on est proche de 50% de payout ratio. Donc c'est tout pour cette revue. S'il fallait choisir des entreprises dans cette sélection, si vous n'êtes pas allergique au tabac, Imperial Brands, bien sûr, c'est très intéressant pour l'investisseur entier. ITV, c'est aussi intéressant, même si, attention, les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets, mais si vous voyez qu'en fait, structurellement, ils sont à peu près équivalents, pas de soucis, ce niveau de dividende est intéressant, donc ITV, bien sûr. Solvay, on évite, enfin, la chimie, on évite, globalement. NOS, très intéressant, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Secteur très stable, pourvoyeur de dividendes. Donc NOS, très bien à mettre dans votre liste, watchlist rentier Europe. Et c'est à peu près tout. Donc du coup le top 3 ça serait Imperial Brands, ITV et NOS. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.